38 otages morts, une prime de 5 millions de dollars, un œil manquant. Ce sont les chiffres qui ont défini Mokhtar Belmokhtar, le djihadiste algérien qui a terrorisé l'Afrique du Nord pendant plus de 2 décennies. Mais il y a un dernier chiffre dans l'histoire de Belmokhtar, 0. C'est le nombre de fois où il a été vu ou entendu depuis 2016. Dans cette vidéo, nous allons retracer les moments clés de la vie de ce criminel notoire, de son ascension au pouvoir à sa mystérieuse disparition. En 1991, Mokhtar Belmokhtar, un jeune homme de 19 ans originaire de Gardaïa dans le sud de l'Algérie, quitte sa ville natale pour rejoindre les Moudjahidines afghans. Bien que le conflit contre l'occupation soviétique soit officiellement terminé depuis 2 ans, de nombreux groupes continuent de se battre pour le contrôle du pays. En Afghanistan, Belmokhtar se plonge dans un monde de violence et d'idéologie extrémiste. Il suit une formation militaire intensive dans des camps d'entraînement, apprenant le maniement des armes, les tactiques de guérilla et la fabrication d'explosifs. Ses compétences façonneront son avenir de chef djihadiste. Lors d'un combat près de Kaboul, le destin de Belmokhtar prend un tournant décisif. Une explosion lui fait perdre son œil gauche, lui valant le surnom de « le borgne ». Cette blessure, loin de le décourager, renforce sa détermination et devient le symbole de son engagement. De retour en Algérie en 1993, Belmokhtar trouve un pays en pleine guerre civile. Fort de son expérience afghane, il fonde sa propre Katiba, une brigade de combattants dévoués à sa cause. Sa réputation de vétéran lui permet de recruter facilement des jeunes hommes en quête de sens et d'action. La première action d'éclat de Belmokhtar ne se fait pas attendre. Il organise une attaque audacieuse contre une patrouille de police près de Gardaïa. Cette opération, menée avec précision et brutalité, marque les esprits et établit Belmokhtar comme une figure montante du djihad algérien. Le réseau terroriste de Belmokhtar n'était que la partie visible de l'iceberg. Au milieu des années 90, il commence à tisser une toile bien plus vaste et lucrative au Sahel. Tout commence en 1994, lorsqu'il établit des contacts avec des contrebandiers maliens. Cette alliance stratégique lui ouvre les portes d'un réseau de trafic sophistiqué, qui s'étend bientôt au Mali, au Niger et à la Mauritanie. C'est à cette époque que Belmokhtar gagne le surnom de « Mister Marlboro », donné par les services algériens. Il se spécialise dans la contrebande de carburant qu'il revend à prix d'or hors d'Algérie. Selon des témoignages, il évite le trafic de cigarettes et de drogue, les considérant comme haram. L'empire de Belmokhtar s'étend rapidement à travers le Sahel. Ses profits colossaux servent à financer ses activités terroristes et à attirer de nouvelles recrues, consolidant son pouvoir et son influence. Cette stratégie lui permet de devenir une menace régionale, capable de déstabiliser plusieurs pays à la fois. En 1998, Belmokhtar franchit une nouvelle étape en jouant un rôle clé dans la création du groupe salafiste pour la prédication et le combat. Cette organisation marque un tournant dans l'histoire du terrorisme sahélien et Belmokhtar en devient rapidement l'une des figures de proue. La tactique de Belmokhtar est unique. Il mêle habilement activité criminelle et terrorisme, créant une synergie redoutable entre ces deux mondes. Son réseau de contrebande alimente ses actions terroristes, tandis que sa réputation de djihadiste lui assure la loyauté de ses hommes et la crainte de ses ennemis. Cette période marque la transformation définitive de Mokhtar Belmokhtar. D'un simple chef djihadiste, il devient une figure majeure du terrorisme sahélien. Son empire, bâti sur un mélange de violence, de contrebande et d'idéologie extrémiste, s'étend désormais sur des milliers de kilomètres à travers le désert, faisant trembler les gouvernements de toute une région. Au tournant du millénaire, Mokhtar Belmokhtar devient un véritable fantôme du désert. Le chef djihadiste se transforme en une cible insaisissable pour les forces de sécurité qui le traquent sans relâche. Sa stratégie repose sur une mobilité constante à travers les vastes étendues du Sahel, combinée à une utilisation habile des réseaux tribaux. Belmokhtar se déplace sans cesse entre le Mali, la Libye et le Niger, profitant des frontières poreuses et de la faiblesse des États dans ces régions. Il ne reste jamais plus de quelques jours au même endroit, changeant constamment de cachette. Cette mobilité extrême, couplée à ses alliances stratégiques avec les tribus locales, rend sa localisation presque impossible pour les services de renseignement. Le borgne tisse des liens solides avec les communautés locales, notamment en contractant des mariages stratégiques. Ces unions lui assurent protection et loyauté dans des zones où les liens familiaux prévalent sur toute allégeance étatique. En 2008, il épouse la fille d'un chef touareg influent au Mali, renforçant considérablement son ancrage local. Belmokhtar fait preuve d'une prudence extrême dans ses communications. Il évite l'utilisation de téléphones portables ou d'internet, préférant recourir à des messagers humains pour transmettre ses ordres. Cette méthode archaïque mais efficace le rend pratiquement indétectable par les moyens de surveillance électronique modernes. Malgré de nombreuses opérations menées pour le capturer, Belmokhtar parvient toujours à s'échapper. En 2003, une opération conjointe des forces spéciales algériennes et américaines dans le sud de l'Algérie manque de peu de l'appréhender. Il réussit à s'enfuir in extremis, laissant derrière lui son ordinateur portable qui fournira de précieuses informations sur son réseau. La capacité de Belmokhtar à échapper aux autorités pendant des années s'explique par une combinaison de facteurs. Sa connaissance intime du terrain, son réseau de soutien locaux
sa prudence extrême et l'immensité du territoire sur lequel il opère. Le Sahel, avec ses vastes étendues désertiques et ses frontières poreuses, est un terrain idéal pour qui sait s'y fondre. Cette période consolide définitivement la réputation de Belmokhtar en tant que fantôme du désert. Il devient une figure presque légendaire, insaisissable et omniprésente à la fois. Son nom seul suffit à faire trembler les gouvernements de la région, qui se sentent impuissants face à cette menace invisible mais bien réelle. Les gouvernements du Sahel tremblaient au nom de Belmokhtar, mais le reste du monde le connaissait à peine. Cela changea le 16 janvier 2013, lorsque Belmokhtar fit un geste qui allait attirer l'attention internationale. Ce matin-là, environ 40 hommes de la Katiba Al-Moulatamine, sous la direction de Belmokhtar, lancèrent un assaut sur le complexe gazier d'In Amenas, en Algérie. En quelques heures, ils prirent le contrôle du site, retenant environ 600 Algériens et une centaine d'Occidentaux. Les ravisseurs relâchèrent rapidement les otages algériens, tout en gardant les étrangers. Ces derniers furent répartis dans plusieurs bâtiments du complexe, compliquant toute tentative de sauvetage. Pendant 4 jours, le monde retint son souffle, alors que le drame se déroulait dans ce coin reculé du désert algérien. Les conditions de détention étaient précaires et la terreur omniprésente. Des témoignages d'otages survivants révèlent l'horreur vécue pendant ces 4 jours interminables. Soumis à des menaces constantes, certains décrivent des moments de désespoir intense, incertains de leur sort. Le 19 janvier, les forces spéciales algériennes lancèrent l'assaut final. L'opération se solde par un bilan lourd. 38 otages et au moins 29 djihadistes perdirent la vie. La brutalité de l'intervention suscita des critiques, mais elle mit fin à la crise. L'attaque d'In Amenas marqua un tournant décisif. Belmokhtar devint une cible mondiale, attirant l'attention des services de renseignement internationaux. L'événement démontra sa capacité à frapper des cibles stratégiques, mais intensifia également la traque dont il faisait l'objet. Cette prise d'otage révéla aussi les failles dans la sécurité régionale. Les forces algériennes furent critiquées pour leur réponse tardive et leur manque de préparation. De nombreux pays réévaluèrent leurs dispositifs de sécurité dans les zones à risque. En définitive, l'attaque du complexe gazier d'In Amenas transforma Belmokhtar en un ennemi international de premier plan. Son nom devint synonyme de la menace terroriste au Sahel, marquant le début d'une nouvelle phase dans la lutte contre le terrorisme dans la région. 5 millions de dollars. C'était la récompense offerte par les États-Unis pour la capture de Belmokhtar, surnommé le fantôme à un œil, ou le Bin Laden du Sahara. Après l'attaque meurtrière d'In Amenas, une chasse à l'homme internationale d'une ampleur sans précédent fut lancée. Une coalition multinationale, regroupant des équipes d'élite de plusieurs pays, se forma pour traquer celui qui était devenu une menace majeure. Les moyens déployés pour localiser Belmokhtar étaient considérables. Des drones de surveillance scrutaient le désert, tandis que les forces spéciales traquaient ses lieutenants. Joulei Bib et Oumar Ould Amaha, figures importantes de son organisation, furent neutralisés, réduisant son cercle de confiance et l'isolant davantage. Malgré cette pression croissante, le borgne continuait à défier les autorités. Il orchestrait des attaques à distance, démontrant une capacité d'adaptation remarquable. Ses méthodes de communication, basées sur des messagers humains plutôt que des moyens électroniques, le rendaient pratiquement indétectable. La traque mettait en lumière les défis complexes de la lutte antiterroriste dans le Sahara. L'immensité du désert, avec ses frontières poreuses et ses zones reculées, offrait d'innombrables cachettes à un homme rompu à la survie dans ces conditions extrêmes. Les forces de sécurité se heurtaient constamment à ces obstacles naturels, transformant leur mission en une véritable course contre la montre. Chaque jour qui passait sans sa capture était vécu comme un échec par les autorités. La frustration montait dans les rangs des forces de l'ordre, tandis que la légende du fantôme du désert ne cessait de grandir. Comment les autorités allaient-elles réussir à traquer cet insaisissable fantôme à un œil, à travers les étendues infinies du Sahara? Cette question devenait de plus en plus pressante, alors que Belmokhtar semblait toujours avoir un coup d'avance. La réponse à cette question allait venir de Belmokhtar lui-même. En 2015, le chassé devient le chasseur de sa propre perte. Le fantôme du désert commence à faire des erreurs qui le rendront visible. Belmokhtar tente de fusionner son groupe avec d'autres factions djihadistes de la région. Cette décision, censée renforcer sa position, crée des tensions et le pousse à communiquer plus fréquemment. Chaque échange devient une opportunité pour les services de renseignement de le localiser. Les équipes de surveillance commencent enfin à percevoir des schémas dans ses déplacements. L'erreur la plus fatale de Belmokhtar est son implication croissante dans les conflits en Libye. Le pays, plongé dans le chaos depuis la chute de Kadhafi, offre de nouvelles opportunités pour les groupes djihadistes. Belmokhtar y voit un terrain propice pour étendre son influence et commence à s'y rendre régulièrement, pensant y trouver un nouveau sanctuaire. Ces mouvements sont désormais suivis de près par les services de renseignement américains, français et libyens. Le 14 juin 2015, une frappe aérienne américaine cible un rassemblement de djihadistes près d'Ajdabiya, en Libye. Belmokhtar parvient à s'échapper de justesse, mais laisse derrière lui de nombreux lieutenants et des documents précieux. Ces erreurs marquent le début de la fin pour celui qu'on surnommait le Ben Laden du Sahara.
Sa légendaire prudence semble l'avoir abandonné. Le mythe de l'insaisissable Belmokhtar commence à s'effriter, révélant les failles d'un homme traqué et de plus en plus isolé. L'isolement de Belmokhtar a marqué le début d'une énigme qui persiste encore aujourd'hui. En 2016, le terroriste le plus recherché d'Afrique s'est évanoui dans la nature, laissant derrière lui un silence assourdissant. Depuis lors, aucune revendication d'attentat, aucun message audio, aucune preuve tangible de son existence n'a émergé. Ce silence prolongé a donné naissance à diverses théories. Le 27 novembre 2016, le Wall Street Journal rapportait que des officiels américains affirmaient que Belmokhtar aurait été tué lors d'une opération française en Libye. Cependant, cette information n'a jamais été confirmée officiellement. D'autres sources soutiennent que le borgne serait toujours en vie, mais gravement blessé, expliquant ainsi son absence prolongée de la scène terroriste. Vincent Nouzil, dans son ouvrage Les tueurs de la République, avance l'hypothèse que Mokhtar Belmokhtar est mort depuis fin novembre 2016. Il base cette théorie sur l'absence totale de signes de vie ou de revendications d'attentat depuis cette date. Néanmoins, cette supposition ne fait pas l'unanimité parmi les experts du terrorisme Sahel. Que Belmokhtar soit mort ou vivant, son influence continue de se faire sentir dans la région. Les groupes terroristes qu'il a contribué à former et à financer poursuivent leurs activités, perpétuant son idéologie et ses méthodes. L'absence de Belmokhtar a certainement modifié la structure et la stratégie de ces groupes, mais sa légende demeure un puissant outil de recrutement pour les djihadistes. La traque internationale de Belmokhtar a impliqué de nombreux pays, chacun jouant un rôle crucial dans cette chasse à l'homme d'une ampleur sans précédent. Les États-Unis, la France, l'Algérie et la Libye ont mobilisé d'importantes ressources en renseignements et en moyens militaires. Cette coopération internationale a considérablement réduit la marge de manœuvre de Belmokhtar et de son réseau, même si elle n'a pas abouti à une capture confirmée. Le mystère entourant la disparition de Mokhtar Belmokhtar ajoute un dernier chapitre à sa légende. Cet homme, qui a défié pendant des décennies les forces de sécurité de plusieurs pays, s'est évanoui aussi subitement qu'il était apparu sur la scène du terrorisme international. Son sort incertain laisse un sentiment d'inachevé, comme si l'histoire du fantôme du désert ne pouvait se terminer que dans l'ambiguïté. L'histoire de Mokhtar Belmokhtar nous montre à quel point la lutte contre le terrorisme au Sahel est complexe. La force militaire seule ne suffit pas. Pour vraiment résoudre ce problème, il faut une approche globale qui combine plusieurs éléments. Le renseignement est crucial pour comprendre les réseaux terroristes. La coopération internationale est nécessaire car ces groupes ne respectent pas les frontières. Enfin, le développement de la région est essentiel pour s'attaquer aux racines du problème. Que Belmokhtar soit mort ou vivant, son héritage continue de poser des défis majeurs pour la sécurité du Sahel. Les groupes qu'il a créés sont toujours actifs. Ses méthodes de financement et de recrutement sont encore utilisées. Pour surmonter cette menace, les pays de la région devront travailler ensemble et investir dans des solutions à long terme. C'est un défi qui ne sera pas résolu du jour au lendemain, mais qui nécessitera des efforts soutenus sur plusieurs fronts.